Claire Fredge, Arnaud Hout. Tous les deux, tous les deux, vous êtes enseignants-chercheurs, vous travaillez sur le 19e siècle, comme moi. On est des 19e-istes, donc voilà, sachez-le, on est dans une réunion en non-mixité de période historique. Alors, voilà. Pardon, je vais faire mon coming out. Tu fais un peu du 20e ? Oui. Ah, ouais, ça c'est moche. Mais bon, quand même, un peu de 19e, tu vois. Donc avant que j'explique pourquoi je vous ai réunis aujourd'hui, avant qu'on rentre dans le cœur de l'émission, je voudrais que l'une puis l'autre, vous me disiez d'abord sur quoi vous travaillez comme chercheur, chercheuse. Et puis après, les gens comprendront pourquoi je vous ai invité. Alors moi, c'est pas sûr. Je travaille sur la santé, l'histoire de la médecine et de la santé. Donc j'ai fait une thèse sur le service de santé aux armées pendant le Second Empire et j'ai fait mon habilitation sur les questions de santé dans l'Algérie colonisée, donc entre 1830 et 1970, donc 19e, 20e. Voilà. Ok. Voilà. Arnaud. Et moi, je travaille sur les questions de police. J'ai fait une thèse sur la gendarmerie au XIXe siècle. Après, j'ai travaillé sur la peur du vol et la protection contre le vol. Et récemment, sur les citoyens policiers. Alors, puisque c'est la police, il y a voilà, je suis il y a un surveillance problème. tout de suite. Est-ce que tu peux me donner Oui. ton... Ah, tu l'as planqué tout au fond de ta poche. Oui, Oh, malheureux. on me donne un objet, moi je fais l'historien du vol, je le cache. Ah, malheureux. Je pensais que c'était pour faire l'homme élégant. Je pense que ça ira. Attends, excuse-moi. Non, c'était bon. Je suis désolé. Mais généralement, les émissions qui démarrent comme ça, c'est les meilleures. Ouais. On est prêt. Donc, police, vol, on était là. C'est ça. Ok. Et voilà, toutes ces questions de sécurité publique. Donc vous travaillez sur des objets précis. Bon, mais là, en fait, je vous invite parce que vous avez tous les deux produit un volume donc, que vous pouvez voir là, dans cette collection qui s'appelle l'Histoire dessinée de la France, et dans lequel vous ne traitez pas précisément de vos objets, mais en fait, vous parlez de tout le 19e siècle, que ce soit en histoire politique, sociale, culturelle, colonisation comme pas colonisation. Donc, vous faites ce que l'on appelle de la diffusion scientifique de la recherche, alors des fois on dit la vulgarisation. Moi j'aime bien dire que c'est de la restitution des recherches, mes résultats de vos recherches et d'autres recherches sur un truc aussi large. Et en fait, je pense que les gens qui nous écoutent ne se rendent pas compte que c'est pas très facile en fait, quand on est spécialiste d'une période, quand on est spécialiste d'un thème, de parler de tout un siècle. C'est pas facile de parler, de passer d'une écriture universitaire, avec ses codes, on sait faire cette écriture universitaire, à une écriture pour un grand public, et là en particulier, mais ça on y reviendra plus tard, à la BD, qui est quand même une écriture particulière. Vous me direz, on le fait en cours, mais c'est pas non plus exactement la même chose que dans un amphi. Là, vous sortez des lieux traditionnels de notre travail académique, où paraît-il on fout rien, mais tout le monde sait qu'en fait on bosse beaucoup. Et moi, je trouve que pendant très longtemps, on n'était pas très nombreux, historiens et historiennes, à faire de l'histoire publique. On est plus nombreux, ce que je trouve bien. Donc il y en a, comme vous, qui font des BD, des livres grand public, des expositions, des podcasts, des vidéos. Il y en a même qui font des jeux, il y en a qui sont très intéressants. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de sortir, finalement, de notre zone de confort, donc l'écriture académique, les revues à comité de lecture, les ouvrages à notes en bas de page, etc. Et j'imagine que si vous l'avez fait, c'est parce que ça vous semble important. Et pourquoi vous aussi, ça vous semble important? On va peut-être commencer par une évidence, c'est qu'en fait, quand on est dans notre zone de confort, justement, comme tu dis, de revues universitaires et autres, c'est une zone de confort, c'est peut-être une safe place, mais pour le coup, on n'est pas beaucoup. Et on sait qu'on a un écho plus que limité, et à un moment, ça pose quand même question. Or, on voit bien que sur toutes ces questions d'histoire, quels que soient les thèmes, même le 19e siècle, il y a des vraies batailles qui sont livrées sur comment on l'interprète, qu'est-ce qu'on en dit. Et on voit bien que cette bataille, globalement, l'histoire universitaire, elle risque fort de la perdre. Voilà, on vit dans une société où quand on allume la télé, pour la plupart des gens, c'est Stéphane Bern l'historien. C'est pas les universitaires des facultés. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut pleurer sur notre sort ou on peut essayer justement d'entrer un peu dans la liste. Et
Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et puis j'ajouterai un élément quand même, mais je pense qu'on y reviendra. C'est vraiment rigolo à faire. Ouais, C'est-à-dire ça, que j'imagine. tu disais, voilà, la vulgarisation, c'est un défi, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est-à-dire que ça donne aussi du sens à toutes les recherches un peu arides qu'on fait par ailleurs. Justement, puisque nous faisons des recherches un peu arides, de temps en temps, il faut sortir. Et que même pour nous, c'est plutôt intéressant. Alors, il l'a dit, hein, c'est plutôt drôle à faire. Et puis moi, je fais des cours, pas que sur mes objets. On écrit des manuels. Donc, en fait, de toute façon, de la vulgarisation, de la restitution, on en fait un peu. Et puis, il y avait cette proposition, en fait, parce qu'on n'a pas... on ne s'est pas dit, tiens, je vais faire une BD. C'est quand même le maître d'œuvre de la série, Sylvain Venner, qui nous a proposé. Et là, alors c'était, oui, super. Et puis après, effectivement, alors c'est drôle et en même temps, c'est pas si facile. Hein. Parce que finalement, un manuel, on voit comment ça marche. C'est de la synthèse, des notes en bas de page, peut-être, peut-être pas. Mais enfin, en tout cas, c'est à peu près clair. C'est un format court. Et là, en fait, c'est effectivement une sortie de la zone de confort, mais on respire. Chouette. En fait, vous êtes assez, et moi aussi, d'accord avec Marc Bloch. Oui. Ouais, Marc Bloch qui donc devrait rentrer au Panthéon. Donc je vous lis du Marc Bloch. Je me suis dit que quand même, il fallait lire du Marc Bloch vu la situation. C'était ça ou du Macron, il fallait lire du Marc Bloch, on est d'accord. Alors, il dit, ayant les hommes pour objet d'étude, il parle de nous les historiens, les historiennes, ayant les hommes pour objet d'étude, comment, si les hommes manquent à nous comprendre, n'aurions-nous pas le sentiment de n'accomplir qu'à demi notre mission ? Ce qui est un peu ce que vous venez de dire. Par ailleurs, continue-t-il, ne l'avons-nous point en réalité parfaitement rempli. Alors il évoque ensuite, je le cite, l'ésotérisme rébarbatif où les meilleurs parfois d'entre nous persistent à s'enfermer dans notre production de lecture courante. Bon, il exagère un peu avec l'ésotérisme rébarbatif, enfin bon. Plus loin, il évoque la pudeur singulière qui, aussitôt sortie de l'atelier, semble nous interdire de mettre sous les yeux des profanes les nobles tâtonnements de nos méthodes, toutes ces mauvaises habitudes, nées de l'accumulation de préjugés contradictoires. Pourtant, il le dit, compromettent une cause belle. Et donc, il dit, c'est marrant parce qu'il dit exactement ce que tu as dit. Enfin, finalement, tu fais du blog sans le savoir, tu vois. Et puisqu'il conclut à de sortir des laboratoires ou des amphis, au bout du compte, ça a pour effet de, je le cite à nouveau, conspirer à livrer, sans défense, la masse des lecteurs au faux brillant d'une histoire prétendue, dont l'absence de sérieux, le pittoresque de pacotille, les partis pris politiques pensent se racheter par une immodeste assurance. Donc, toi, tu cites Berne, on aurait pu dire Deutsch, Villiers et son puits du fou, enfin la totale. Lui, il pense à Maurras, Blainville, Plekhanov, voilà. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que depuis même la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des problématiques qui animaient les historiens. Alors, les historiens, parce qu'elle n'est pas non plus des masses d'historiennes, et maintenant, les historiens. Alors, vous parlez tous les deux du 19e siècle, hein. Un 19e siècle que vous commencez pour l'opus, le volume de Claire Frecht et Fabrice R en 1815 et qui se termine pour celui d'Arnaud en 1914, à la veille de la guerre. Donc 1814-1914, on est bien sur un siècle, mais on n'est pas dans le siècle calendaire. Hein. On n'est pas 1800-1899, et vous coupez plus ou moins à 70-71, même si tous les deux vous parlez de la Commune. Vous l'avez fait tous les deux. Donc ma première question, elle est basique. Pourquoi ces dates ? Pourquoi ces coupures ? Pourquoi d'abord le printemps du peuple et après place à la République ? Privilège de la chronologie. Alors, nous avons commencé en 1815, d'abord parce qu'il y avait les tomes précédents. Sur Napoléon. Ensuite, parce que d'une certaine manière, le 19e siècle peut commencer en 1889 ou en 1815, et de toute façon, il se termine, alors quand Donc, au début, en plus, c'était potentiellement un tome 1815-1848. Et puis, en fait, pour des raisons historiographiques, pour le coup, on a décidé de faire 1815-1871. Donc, justement, en faisant de la Commune une étape, finalement, la fin d'un cycle révolutionnaire.
qui commence en 1789. Alors, on n'a pas traité tout, mais 1815-1871, parce qu'il nous a semblé que finalement c'était une séquence qui avait sa logique, qui était finalement, malgré ses difficultés, qui pouvait avoir une relative unité, une clarté, alors d'un point de vue de l'histoire politique, et même finalement de plusieurs aspects de l'histoire sociale et culturelle. Donc finalement un âge du romantisme qu'on fait aller jusqu'aux années 1870. Alors, on dépendait un peu de la continuité, parce que c'est aussi un tuilage qui était pensé dans la collection. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, dans les titres de travail qui nous avaient été donnés, c'était l'âge romantique et l'âge industriel. Donc ils étaient restés dans le flou, enfin, ils ne s'étaient pas posé la question de la répartition précise. Alors cette question, en fait, je me l'étais déjà posée pour une autre collection d'histoire contemporaine de la France, où on s'était partagé le boulot avec Quentin de Luermoz, et on s'était posé le problème de la commune. Oui. Alors il se trouve que Quentin voulait s'approprier la commune, ce qui se défendait. Je suis navré. La commune, c'est un problème aussi. Il ne marche pas les micros? Les micros sont caractériels ce soir. Ah, ok. On va faire ça à l'ancienne. On va faire ça à l'ancienne. On va la faire. Tu vois, on va les avoir, les glaces. On va la faire 19e siècle, si ça vous va. Hein. Voilà, Radio Commune. Merci. Je vous prends aussi le micro. Je vous prendrai les micros plus tard. Toutes mes excuses. Il y a quelques fluctuations, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes parfait, ainsi que Mathilde, bien entendu. Tenez. Alors, il faudra bien parler à côté du. On est tout prêt. Mathilde, quelle professionnelle. Elle a même enlevé son micro. C'est extraordinaire. Moi, j'ai vu comment tu avais fait. Toutes mes excuses. Voilà. Ça devrait aller mieux. Je ne vous embête plus si tout va bien. Donc, sur le menton. Voilà, sur le menton. Oui, alors pour revenir sur cette idée, donc on avait déjà réfléchi à cette question avec Quentin de Luermoz et avec cette idée que, au fond, la Commune de Paris, on peut toujours la voir comme un début, comme une fin, c'est le grand classique. Aurore ou crépuscule. Voilà. On revient à des questions un peu fondamentales pour les historiens du 19e, mais c'est vrai que y a une vraie logique à considérer, au fond, que quelque chose de nouveau commence à l'été 71, quand on est dans les ruines, à tout point de vue, et dans la reconstruction. Donc, c'était ma première tentation. Et puis, Sylvain Venère, donc, qui pilote la collection, m'a dit même qui est la commune, parce qu'on n'était pas trop sûr de comment on allait s'organiser. Donc, on a décidé de l'intégrer, de commencer en 70, et on fait un tuilage. Et je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, la commune, on va la voir dans les deux volumes. On n'en a jamais trop, finalement. Non, je suis d'accord. Et pour le point d'arrivée, 1914, c'est un immense classique, pour mettre fin au 19e. Alors, pour être honnête, moi, je défends toujours avec mes étudiants l'idée que le 19e siècle se termine dans les années 1960, au début des années 1960, mais là c'était un peu dur à vendre, et ça aurait été un peu compliqué quand même. Alors la vraie question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on terminait cette histoire le 31 juillet 14 ou début août? Est-ce qu'on déclarait la guerre ou pas? Et ça fait quelques années que j'en ai marre dans mes cours sur le 19e de déclarer la guerre, ça finit mal. Et puis ça pose quand même une sorte de conclusion inévitable, et donc je me suis dit, on va pas déclarer la guerre, même si on sent que ça va pas très bien finir cette histoire. Mais le point de vue, c'était de ne pas préjuger quand même de la fin de l'histoire. Et donc de s'arrêter, au fond, au début de l'été 14. Ouais, en tout cas, je pense que ça permet de voir pour celles et ceux qui nous écoutent que déjà faire de l'histoire, c'est réfléchir aux dates, réfléchir aux temporalités, réfléchir aux coupures. Ce qui n'est pas forcément évident quand on n'en fait pas. Et rien que de se poser ces questions-là, c'est déjà commencer à faire de l'histoire. Alors, donc vous avez tous les deux à peu près 50 ans, en gros. Alors, ça peut paraître court. Et surtout quand on pense que dans les volumes précédents, il y en a, ils avaient 3 siècles, voire encore plus. Pourtant, en fait, c'est énorme. C'est 50 ans où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est énorme. Résultat, moi, la deuxième question que je vais vous poser, c'est comment on fait pour choisir? Comment on fait pour choisir ce que l'on va mettre dans une BD qui nécessairement est un peu courte sur ces 50 ans? Qu'est-ce qui vous a guidé? Est-ce qu'il y a des événements, des personnages, des moments auxquels vous avez dû renoncer, que vous vouliez mettre et que vous n'avez pas mis? Comment on fait aussi pour équilibrer ce qui est attendu? Parce qu'évidemment, on attend de vous que vous racontiez les grands moments, enfin les grandes dates. Il y a quand même ça qui est, ça fait partie, j'imagine, un peu de la fiche, en tout cas du profil du poste.
texte. Et en même temps, comment on fait pour intégrer ce qui fait le sel de notre travail, de notre métier, c'est-à-dire les surprises, les détails, les petites nuances. Voilà. Comment on fait pour choisir, comment on coupe, qu'est-ce qu'on garde, etc. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Merci de la question. Alors, avec Fabrice R, en fait, on a assez vite décidé de privilégier... Fabrice R, c'est le dessinateur. Qui est aussi historien. Oui, qui est aussi historien, qui est professeur d'histoire et qui a fait une thèse sur la caricature sous la monarchie de Juillet, et donc avec Dominique Khalifa. Et comme le principe de la collection, c'est un récit dessiné, donc il faut trouver un angle, donc pas faire un manuel avec des illustrations. Donc il faut essayer de trouver une histoire avec évidemment des personnages imposés et puis une histoire aussi imposée. Donc comment faire finalement passer ça ? Donc nous avons fait le choix d'une histoire très politique. Donc, en gros, une succession de régimes, de coups d'État, d'émeutes, depuis la Restauration jusqu'à donc, alors le non-avènement encore de la Troisième République, mais enfin, ses débuts. Et donc, on a quand même plutôt privilégié cet axe. Et on a aussi essayé de faire passer d'autres éléments de l'histoire sociale, mais une histoire sociale où finalement, c'est pas si facile de trouver des dates précises, donc là ça nous arrangeait plutôt. De la même manière pour l'histoire culturelle. Alors bien sûr, il y a toujours des regrets. Clairement, on n'a pas assez insisté sur certains aspects. On aurait aimé en mettre d'autres, mais il y a quand même une contrainte de taille. C'est qu'on a 100 pages. 100 pages de récit, donc il y a quelques cases par page. Et donc, voilà, il faut choisir. Donc, oui, on se dit après, peut-être qu'on aurait dû davantage mettre, par exemple, sur l'histoire industrielle, parce que l'âge du romantisme, c'est aussi les débuts de l'industrie. Peut-être qu'on aurait dû être plus précis sur l'histoire religieuse, c'est vrai. Et puis, finalement... quand arrive la fin des 100 pages, on sait qu'il y a beaucoup de lacunes, mais en même temps, on ne voit pas trop comment on aurait pu mettre autre chose. Et par ailleurs, il y a quand même le dessin qui a permis de gagner beaucoup de place, puisque moi, quand j'avais 2 pages de descriptif, Fabrice R, en un dessin bien troussé, arrivait à passer beaucoup de choses, en fait. Donc... oui, 56 ans, c'est par rapport effectivement à d'autres volumes, c'est court. Et en même temps, par rapport à la masse de choses qu'il y a effectivement à compter, parce qu'il n'y a pas de problème, cette période, on peut la suivre heure par heure si on veut, c'est long. Ouais, en fait, je pense qu'au début, la contrainte première, c'est de se dire on a un format. Alors, on a les 110 pages de récit et on a en fait un cahier documentaire je vais revenir après, qui vient après. Et en fait, c'était à la fois confortable et embêtant. Confortable parce qu'on se disait, s'il y a quelque chose qu'on ne met pas, on le mettra là. Et en même temps, ça ne marche pas comme ça, quoi. C'est difficile de faire un récit en dissociant. Donc, 110 pages, comme tu le dis, en fait, c'est très rapide, surtout si on veut faire vraiment un récit. Moi, je m'étais un peu posé la question au début, comment on va construire ça, et je m'étais fait une liste en fait de points de passage obligés, en me disant voilà, il faut forcément qu'il y ait Dreyfus, faut qu'il y ait le boulangisme, faut qu'il y ait la fusillade de Fourmi, un certain nombre d'événements dont je m'étais dit bon, ça c'est des points, il faut passer par là, je sais pas dans quel ordre, mais il faut les mettre. Et jusqu'à la fin, on se rend compte qu'on oublie bien sûr des choses. C'est ça qui est intéressant, parce que ça dit aussi quelque chose de notre inconscient historique. On se rend compte qu'il y a des choses dont on est plus familier, qu'on a davantage l'occasion de travailler, et donc auxquelles on pense tout de suite, et d'autres... ce que tu disais sur le religieux, c'est intéressant, parce que c'est un peu pareil. Le religieux... finalement, c'est très compliqué, parce que c'est très spécifique. Et on sait en même temps que c'est fondamental, c'est hyper important. J'ai quand même la loi de séparation dans la période, mais c'est vrai que c'est difficile de lui rendre justice sans faire cet angle-là, en fait. Et donc, voilà, on fait des choix, nécessairement. Et l'une des questions, c'est est-ce que vous avez choisi en vous disant, bon, voilà ce qu'il faut que l'on raconte pour qu'un public du présent comprenne le 19e siècle,
Ou est-ce que vous vous êtes dit, voilà ce que le 19e siècle peut dire à un lecteur ou une lectrice du 21e siècle? Est-ce que vous aviez cette espèce d'objectif uniquement pédagogique ou finalement en réfléchissant à la possibilité d'une actualité du 19e siècle? Ce que le 19e siècle nous enseigne, ce que l'on peut en tirer. Ouais, ta question, elle est très, très juste parce qu'en fait, je pense que c'est de manière assez inconsciente ce qu'on voulait faire. Ouais. Moi, j'avais l'avantage pour le coup d'avoir une dessinatrice qui n'était pas du tout historienne et qui connaissait un petit peu le premier 19e parce qu'elle avait fait une biographie de George Sand. Donc elle aimait beaucoup l'univers visuel et elle connaissait bien en fait le premier 19e, mais le second 19e, en fait la première question que je lui ai posée, c'est pour toi c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux qu'on mette dedans ? Et c'était hyper intéressant parce qu'elle m'a donné des éléments qui n'étaient pas en fait dans le second 19e. Et je me suis dit tout de suite, oui c'est vrai, en fait y a plein de choses confuses un petit peu dans la chronologie et je m'étais dit ça c'est intéressant parce que du coup on va mettre ça en discussion. Mais pour répondre plus précisément à ta question, tout de suite pour moi il y avait un enjeu hyper important, c'était de trouver à un endroit la possibilité de poser la question de l'écologie. Et cette question-là, je me la suis posée parce que moi, c'est un gros remords que j'ai dans le manuel que j'avais fait il y a 10 ans sur la Troisième République. Et j'ai fait 2 paragraphes sur les dégradations environnementales de la fin 19e. Et je me rends compte que 10 ans après, je suis passé à côté d'un truc énorme. Et évidemment, ça sent son époque, quoi. C'est un bouquin publié en 2014, rédigé au début des années 2010. Donc là, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à l'intégrer. Et là, évidemment, c'était un dialogue avec le présent. En me disant justement, voilà, aujourd'hui, j'avais 2 personnages qui pouvaient en discuter. Une personnage plus jeune, la fille du personnage principal, qui est aujourd'hui, qui est au 21e siècle, et qui du coup permettait de dire, mais arrêtez vos conneries, vous n'avez rien compris. Ce qui compte, c'est ça, c'est la dégradation de l'environnement, et vous allez passer à côté. Et donc ça, pour le coup, dialogue qui vient du présent. Moi, j'ai pas de problème avec les dissolutions. Hein. Non, et sinon, pour répondre à ta question, moi, j'étais plutôt sur le côté, qu'est-ce qu'un lecteur? Et alors jeune en plus, parce que l'idée, là, quand on arrive dans ces périodes 19e, 20e, c'est éventuellement d'avoir aussi un public scolaire qui serait pas forcément dans les autres. Donc c'est, qu'est-ce que finalement quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose sur le 19e siècle français pourrait retenir les grandes... quelques grands thèmes. Voilà. Sachant que l'écologie, Napoléon III, j'ai parlé. Alors, je vais rebondir justement ça, puisque vous parlez tous les deux de l'écologie. Une des grandes particularités, je trouvais moi ce que j'aime bien dans cette collection, l'histoire dessinée de la France, c'est que il s'agit, je vais encore citer Marc Bloch, vous allez croire que je suis complètement bloquée avec Marc Bloch, mais ça me fait marrer. Qu'il faut aussi donner l'histoire en train de se faire. C'est ça qu'il dit, qu'il faut diffuser l'histoire en train de se faire. Et moi, ce que je trouve bien dans cette collection, c'est que elle est très soucieuse d'introduire les apports récents de l'historiographie, d'être en prise avec les avancées de la recherche. Et donc, c'est exactement ce que tu dis sur l'histoire écologique, mais aussi, il est très clair que donc comment vous avez essayé d'articuler tout ça? Eh bien, déjà, nous avons mis des femmes plus que... nous avons essayé de... en fait, on s'était pas concerté, mais y a, dans les dossiers, il y a un moment où il s'agit de faire quelques biographies. Et disons, comme les femmes apparaissaient finalement peu, puisque le 19e siècle n'est pas très aimable pour le sexe faible, excuse-moi. C'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Donc, en fait, moi, avec Fabrice, on s'était dit, peut-être, on ne met que des biographies féminines. Et là, Sylvain nous a dit, c'est exactement la même chose qu'ont décidé Arnaud et Kim. Et voilà. Alors après, pour cette question de quand même faire un peu plus de place aux femmes,
ne serait-ce que parce qu'on a quand même choisi un angle politique qui ne sont pas très présents en politique, en tout cas dans la politique officielle. Donc voilà, l'idée c'était choisir un personnage qui nous permettrait de pallier cette absence. Sauf que donc on avait pensé à faire de George Sand en fait le guide de cette histoire. Pour les dates, ça correspondait. C'était pas impossible. Et puis finalement, ça marchait bien pour quelques aspects, moins bien pour d'autres. Donc on a choisi Adolphe Thiers. Mais Adolphe Thiers, oui, c'est un choix. Avec une Marianne. Conscient. Une Marianne. Voilà. Et donc justement, pour mettre une touche de douceur féminine, nous avons donc choisi de faire ce parcours avec, bon, certes une allégorie, mais au moins est-elle féminine. Donc Marianne, et de temps en temps, il y a plusieurs Marianne, puisque ce qui devient l'allégorie de la République peut se décliner finalement de plusieurs manières, justement au cours de cette période 1815-1871. Donc voilà, il y avait cet aspect. Alors pour la colonisation, compte tenu du dispositif que nous avons choisi, c'était pas très difficile de l'insérer, même si je suis bien consciente que ces pages ne relèvent pas de la, sont pas très sont pas très nombreuses par rapport au reste du récit, mais enfin bon, de mettre un peu l'extérieur également. Mais là encore, c'est assez difficile parce que si on commence vraiment à traiter du côté extérieur de cette histoire française, sur 110 pages, c'est pas possible. Voilà. Ouais, même contrainte. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est aussi le fait qu'il y a quand même un discours finalement un peu de contre-histoire de la République. C'était même le titre d'un bouquin d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, qui met l'accent sur justement tous les impensés de la République, enfin qui étaient impensés et qui le sont de moins en moins. Donc effectivement, la question de la place des femmes, la question des colonies, la question de l'immigration, qui sont des questions qui maintenant sont très bien documentées. C'est vrai que là, pour le coup, historiographiquement, la révolution, elle s'est faite en 20-30 ans, quoi, à peu près. Depuis les années 90, on a énormément de travaux sur lesquels on peut s'appuyer. Et alors, de la même manière, assez vite, il y avait l'idée d'intégrer ces questions. On avait cherché, en fait, un personnage de l'espace colonial pour essayer de se dire, bah voilà, est-ce qu'on va réussir à l'intégrer directement ? Et on n'arrivait pas, parce qu'en fait, j'en avais discuté d'ailleurs avec Sylvain Venère qui avait des idées, mais ça faisait toujours un peu pièce rapportée. Ouais. Et puis la très bonne surprise, c'est Hubertine Auclair, qui a passé du temps aux colonies, qui a passé du temps en Algérie, qui a écrit des choses passionnantes, très très intéressantes justement par les débats qu'elle soulève sur les femmes arabes en Algérie. Et donc là, on avait notre actrice qui cochait toutes les cases pratiquement et qui est un personnage pratique avec passionnant. Les femmes, on coche plein de cases. Mais alors, résultat, c'est une question un peu provoque. Vous déconstruisez le roman national, enfin provoque non, mais enfin... Est-ce que vous avez l'impression de déconstruire le roman national ? Parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, donc le premier volume de la collection s'appelle La Ballade nationale. Donc il est fait justement par Sylvain Venère et par Étienne Davodo. Et là, ça s'affronte franchement avec ce qu'on appelle le roman national. Donc le roman national, vous pourrez me reprendre sur la définition, mais en gros, c'est une écriture de l'histoire qui vient de la fin du Second Empire et qui se solidifie, sédimente un peu sous la Troisième République, qui se construit comme une vision très linéaire avec des moments attendus et puis des grands hommes surtout, sauf une grande femme, Jeanne d'Arc, mais sinon des grands hommes. Et voilà, sauf qu'elle est maintenant cette écriture de l'histoire qui n'a plus vraiment le moindre sens scientifique et qui a été largement remise en cause et reprise justement par ce dont on parlait tout à l'heure, ces tenants d'une histoire tel Berne, tel Deutsch, tel Villiers, et qui la ratiocine à l'envi en permanence, et vas-y que je te mets du baptême de Clovis, et voilà, sachant qu'on n'est pas le siècle le plus abîmé là-dessus, on a un peu du bol, on n'est pas trop maltraité, alors il peut y avoir avec Dreyfus un peu la Commune, mais un peu moins. Mais là, est-ce que vous aviez cette impression de « Allez, je vais me faire le roman national » ? Alors, très franchement, moi, j'ai pas le sentiment de bousculer à toutes les cases disons, des idées reçues sur le 19e siècle.
je pense que plus modestement, on a effectivement essayé de faire valoir une historiographie, par exemple sur l'histoire politique du 19e siècle, qui s'est quand même pas mal renouvelée. Alors, j'ai pas mis de guerre nationale, mais... mais disons qu'il y a quand même tous les travaux. Alors je cite personne parce qu'il y en a comme quelques-uns, donc je ne veux vexer personne. Mais disons sur les deuils politiques, sur les banquets, sur la chanson. Voilà, c'est-à-dire on a essayé de complexifier finalement le regard, tout en essayant de faire simple par ailleurs. Donc voilà, clairement je ne pense pas que ce soit un total brûlot, ce que j'ai écrit. Mais, non, le problème, c'est que disons, on est resté de l'histoire. Voilà, mais il me semble que c'est de l'histoire honnête, servie par un excellent dessinateur. Voilà. Moi, je vais assumer de dire qu'on reconstruit un roman républicain. Peut-être pas national, mais républicain. C'est même au fond de l'intrigue, parce que le point de départ de l'intrigue, c'est des statues de la place de la République et de la place de la Nation qui ont disparu. Au fond, toute la BD, c'est se dire, mais ces statues, elles posent plein de problèmes. La République pose plein de problèmes. La Troisième République est un régime qui tient pas les promesses de la démocratie, qui tient pas les promesses de l'égalité, qui tient les promesses de la liberté, mais pas pour tout le monde, etc. Et donc, on pourrait se dire, on va envoyer paître tout ça. Et effectivement, dans ce cas-là, on serait dans une attaque du roman national, du roman républicain plutôt. Et puis à la fin, je pense qu'on essaye de montrer que, en fait, ces statues, elles disent quelque chose encore. Et au fond, moi, la grande idée, ce qui fait que cette période-là me plaît aussi, c'est que je me dis, ils ont essayé quelque chose. Ils ont raté. Globalement, on peut le dire, la Troisième République est pas... ça se termine effectivement en 1914. C'est quand même pas un régime très satisfaisant pour des tas de raisons. Mais quand on voit justement finalement l'héritage dont ils disposaient, le peu de possibilités qu'ils avaient, ça mérite d'être... Je ne dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas marché. C'est un bilan globalement positif sur certains points. Et surtout, c'est un discours qui reste un discours qui fonctionne pour le présent. C'est-à-dire que la République a trahi ses promesses, mais les promesses, elles restent intéressantes. Et de ce point de vue, les statues, je trouve qu'elles sont très bien. Les statues de la place de la République et de la place des Nations, elles sont très bien. D'ailleurs, on les a réinvesties. Et ça dit quelque chose aussi. Dans les 15 dernières années, c'est des lieux de débouchés de manifs, des lieux emblématiques de la résilience face aux attentats. Donc, il y avait cette idée de mettre en valeur aussi une idée, au fond, mais effectivement, une idée qui, pour le coup, suppose qu'on la déconstruise. Donc, il faut la déconstruire pour la rendre aimable. Et nous, on était dans la position très facile où tout est essayé. Donc finalement, la monarchie, la République, l'Empire, donc finalement... C'est un banc d'essai, en fait. Voilà, c'est un banc d'essai. C'est beaucoup d'essais, de la restauration, des restaurations d'ailleurs. Plusieurs régimes tentés, plusieurs restaurations, et donc forcément plusieurs échecs. Mais sans justement toute la charge de l'histoire républicaine qui nous a quand même façonné. Voilà. Et alors, voilà, ce qu'on a essayé, c'est de ne pas faire justement de téléologie, que finalement la République est inscrite, dressée et couronnée dès les débuts. Alors, on va passer maintenant plus à la fabrication des volumes BD. Comme ça, on va aussi parler de ce qui vous a plu. Voilà. Alors, peut-être je vais juste un tout petit peu faire une présentation rapide de comment l'histoire est arrivée dans la BD. Donc, je vous prends un tout petit peu la parole à moi. C'est Marc Bloch ? Non, putain, c'est pas Marc Bloch. Ça aurait pu. Non, je vais chercher, je vais te trouver, tu vas voir. Et après, on revient. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, pour qu'ils voient un peu le truc. En gros, la BD... je vous l'apprends ou je vous l'apprends pas, c'est un médium qui apparaît, même s'il y a des précédents évidemment, dans les années 20-30 et à la base c'est pour un public jeune, c'est pour les enfants surtout la BD. Alors au début il y a évidemment des BD qui se situent dans le passé, mais quand on regarde, on est plus dans l'imaginaire du passé que dans un passé où il y aurait le moindre souci historique d'expliquer le passé. Les éditeurs ont très vite pigé l'intérêt de ce médium et les premiers qui ont saisi l'intérêt de situer des histoires dans le passé, en fait, c'est les cathos.
C'est les éditeurs catholiques qui vont faire plein de BD hagiographiques sur la vie des saints dans les années 50, il y en a plein. Bon, petit à petit, on va commencer à utiliser dans les années 70 la BD à but pédagogique, ce qui est un peu plus ce que fait cette collection, pour transmettre donc des collections historiques, des connaissances historiques. Et la première à le faire, c'est l'histoire de la France en bande dessinée. Donc le premier paraît en 76. Alors, celles et ceux qui sont sur le chat, mettez une petite main si vous avez eu des histoires de la France en bande dessinée de Larousse. En gros, si vous avez notre âge, oui. Si vous êtes jeune, non. Mais moi, j'avais ça petite. Ah ouais. Vous aussi? Ah ouais. Ouais, non, pas toi, Claire? Moi, je n'avais pas les volumes, mais il y a eu une adaptation à la télé. Ah, ça, j'ai pas vu. Alors, Et t'étais plus jeune aussi. Moi, j'avais les volumes. Pareil, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait cette. Ah ouais, non, mais c'était page par page. Ah ouais. En gros, c'était pas un dessin animé, c'était des pages qui passaient à la télé. Et puis alors, il y avait la voix Jacques de Molay qui brûle. Ah, c'était horrible. Alors, il y a des gens qui disent oui. Alors, je sais pas si c'est à moi qui répondent ou. Mais bon, en tout cas, voilà, ça, c'est le truc. Donc, dans les années 70, au même moment, les enfants qui lisaient des BD avant sont devenus grands. Et en fait, ils veulent continuer à lire des BD parce que c'est chouette de lire des BD. Et donc, vont apparaître des albums publics pour adultes, alors qu'avant, c'était vraiment pas pour le même public. Et certaines, à nouveau, sont dans le passé. Alors, la première, la plus connue, c'est celle de Bourgeon. Et alors, ça tombe bien, c'est en pleine actualité, mes chéris, parce que c'est les bâtisseurs de cathédrales. Voilà, Notre-Dame, enfin pas que. Et après, une qui est particulièrement connue, moi je l'ai lue, je ne sais pas si vous l'avez lu, Les Passagers du Vent, 1900. Bah oui, voilà. Donc j'imagine là aussi, peut-être sur le chat, Les Passagers du Vent, vous connaissez. Et c'est en fait à partir de là qu'on va commencer à parler du terme BD historique, voire plus tard BD historienne. Donc le contact se fait à ce moment-là. Et en fait, c'est dans les années 90-2000 que les historiens et historiennes de formation, donc les universitaires, se lancent dans l'aventure BD. Au tout début, ils sont experts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un scénariste, un dessinateur, et l'historien arrive pour dire « Ah non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, vous ne pouvez pas faire ci, faire ça. » Bon, bref. Et puis, petit à petit, ils deviennent, comme vous l'êtes, scénaristes, et la BD devient un véritable moyen d'expression académique alternatif, de restitution du savoir scientifique. Vous savez même qu'il y a une thèse qui a été faite en BD, thèse d'histoire de la médecine. C'est parfait pour toi, ça. Et... voilà, et cette collection, elle est vraiment dans le prolongement de tout ça. Et on s'inscrit. Alors, il y en a d'autres, hein, je veux dire, il y a plein d'autres formes. Il y a tout un tas de thèses qui, par ailleurs, ou d'écrits scientifiques, historiques, qui sont adaptés en roman graphique et qui sont extrêmement intéressantes. Alors, l'une des caractéristiques, moi, je trouve, de cette collection, c'est qu'elle assume en permanence le lien passé-présent. Donc, on n'est pas... C'est pas... Vous ne plongez pas dans le passé. On est en permanence, à la fois dans le passé et dans le présent. Vous faites dialoguer tout le temps les autres. Ça, c'est vrai dans tous les albums. Alors, vous, comment vous avez procédé ? C'est un peu le moment où vous racontez les choix de scénarios que vous avez faits. Outre le choix de finalement présenter ce qui était peut-être une facilité, peut-être pas, mais voilà, le déroulé, la séquence politique, à mon avis importante, de la période 1815-1871, c'est aussi qu'est-ce qu'on voulait faire comprendre du 19e siècle. Donc, pour moi, il y avait la question sociale, il y avait la question des campagnes, et en même temps, quand on a essayé d'organiser un récit, c'était compliqué. C'était d'un côté le mouvement, de l'autre côté le pas mouvement, mais en fait ça marche pas non plus comme ça. Donc il fallait trouver finalement un dispositif qui était à la fois efficace et en même temps qui montrait quelque chose du 19e siècle. Et finalement, ce qui est important dans le 19e siècle, c'est, en tout cas dès la première moitié, on va dire, puisque toi évidemment ça explose, c'est l'importance de la presse et la manière dont la presse et tous ces à côté, je parle aussi de la chanson, des brochures, des libelles, des caricatures, donc finalement, dont tous ces éléments finalement vont commencer à médiatiser les événements, à les faire passer et à devenir finalement des objets d'intérêt en eux-mêmes,
par ce qu'ils disent du politique, de la manière dont ils le disent, dont ils sont réappropriés par diverses catégories, même si par ailleurs le journal reste un objet cher, le livre également, mais où l'alphabétisation progresse, et où par ailleurs il y a des nouvelles pratiques. Par exemple, là je crois que tu mets l'image sur les correspondants. Alors, des correspondants qui, évidemment, n'existent pas. Mais cela dit, pendant la guerre de Crimée, à partir de 1853-54, il commence à y avoir les premiers correspondants de guerre sur le théâtre des opérations, qui profitent ensuite du télégraphe pour envoyer les informations très rapidement, qui sont reprises dans une presse qui, par ailleurs, s'industrialise, se développe. Alors, on n'en est pas encore à l'âge de la presse de masse, ça c'est le volume 16. Mais ça commence quand même avec le journal à 1 sou, pas d'abonnement. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire montrer, donc par un dispositif qui est anachronique, le plateau télé, mais aussi pour montrer finalement que, disons, l'implication d'acteurs divers justement dans ce commentaire d'actualité que sont les politiques et les écrivains étant également souvent des politiques. Voilà, et donc par des formes anachroniques de presse, on a voulu montrer aussi cette importance, alors peut-être pas cette centralité, mais quand même cette importance du média finalement, de ce qui devient le 4e pouvoir des Balzac, dans l'écriture déjà du siècle. L'écriture aussi, la manière de penser l'époque, de penser la société. Thiers, c'est un historien, c'est un journaliste, c'est un historien. Alors, tiens, il est là. Voilà. Voilà. Donc, on l'a pas choisi tant de sa splendeur. Donc, un historien et un journaliste et un homme politique. Et c'est quand même un schéma qu'on retrouve assez souvent dans les 3 premiers quarts du 19e siècle. Et c'est aussi donc ce qu'on a voulu mettre en avant. Alors, je te repasse la parole, mais je ne sais pas si celles et ceux qui nous écoutent étaient là au début. Mais là, vous voyez, il y a un même problème de micro qu'on a vu au début parce qu'on voit le David Dufresne de l'émission de Claire en train d'équiper un historien qui... Oh, ça pourrait être Arnaud, en fait. Mais voilà. Donc là, vous avez des personnages historiques. Marx, lui, je me souviens plus qui c'est. Bon, Victor Hugo. Ah oui, Victor Hugo, Louise Michel, Thiers, la présentatrice qui va vite se faire déborder, La République et 2 historiens. C'est au hasard ou tu as une idée Au début, on voulait mettre des noms avec les petits cavaliers, et puis en fait, visiblement, on n'a pas le droit. Enfin, ça peut poser des problèmes. Alors, on a... Après, Fabrice a laissé part Moi, j'ai des sa idées. Créativité. On a peut-être des idées. J'ai des idées, ouais. Mais bon. Donc ça, c'est ton dispositif. Plateau télé, et qui permet d'ailleurs, les historiens, ils permettent de faire la partie historiographique. Oui, et puis il y avait aussi, en fait, nous, à partir du moment où on avait fait le choix de l'histoire politique, bon, c'est quand même quelque chose, une émeute, une révolution, un coup d'État, rebelote une révolution, etc. Donc c'était comme le côté, l'histoire se précipite, avec le côté, breaking news, encore une émeute à Paris. Et donc il nous a semblé que c'était ce qu'on aurait pu mettre par des unes de journaux. On se dit, après tout, le dispositif télé est quelque chose qui, de toute façon, c'est tellement clair que c'est anachronique que ça ne peut tromper personne. Et donc, à partir de là, même les titres de journaux, le Voici de l'époque ou le Gala où on présente Louis-Philippe, bon, là aussi, évidemment, personne ne peut penser que ça existait à l'époque. Donc, voilà, on s'est fait plaisir et on a utilisé, disons, la forme de la presse. Non, puis ça permet de faire des trucs super drôles. Là, je tombe là-dessus, mais donc direct. On est dans le massacre de la rue Transnonain, donc avril 34. Des forces de l'ordre, de l'armée, rentrent dans un immeuble dont on croit un coup de fusil a été tiré sur un officier, lequel d'ailleurs s'est effondré, et massacre toute la population à l'intérieur. Là, on reconnaît, on y reviendra, la lithographie de Daumier qui est présente, mais ça donne direct rue Transnonain, bavure au maintien de l'ordre. Et en fait, c'est hyper fort parce que résultat, rien qu'avec ça, il y a plein de choses dedans. Il y a toute la question de l'interprétation. Donc là, c'est le dispositif. Voilà. Ok. Arnaud.
Alors, le dispositif, ça a été au début une vraie hésitation parce qu'on cherchait la clé du scénario, quoi. Il faut effectivement raconter quelque chose, il faut une histoire. Et ce qui est venu en fait assez rapidement, c'est l'idée que ce qui allait déterminer, c'était la forme qu'on voulait. Et en cherchant, alors moi j'étais parti sur une première piste, et heureusement qu'on n'a pas creusé parce que ça aurait été une galère sans nom. J'étais parti sur l'idée que c'était le moment où il y avait le plus de différents types d'images. Peinture, dessin, dessin de presse, embryon de bande dessinée. Et donc je m'étais dit, tiens, on va essayer de jouer là-dessus. Mais bon, c'est hyper conceptuel. Mauvaise idée. Et ensuite, je suis revenu aux fondamentaux. Moi, je suis historien des polices, une histoire policière. Et une histoire policière, c'est une bonne enquête avec une disparition, une énigme, une vraie énigme. Donc cette énigme de départ, c'est les statues qui ont disparu. Donc on est aujourd'hui, Paris 2024, les statues de la place de la République et de la place de la Nation ont disparu, il ne reste rien. Forcément, ça pose question. Et pour mener l'enquête, une journaliste. Alors là, on est revenu sur une recette très, pour le coup, Troisième République, très belle époque, parce que dans les romans policiers de la belle époque, c'est jamais des policiers qui mènent l'enquête en réalité, c'est toujours des enquêteurs bénévoles, des journalistes déjà, qui commencent à jouer un peu ce rôle de détective. Donc on s'est dit, on va avoir cette détective, Nadia, qui va mener l'enquête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette journaliste, elle n'a pas forcément d'idée, mais elle a une fille. Et cette fille, elle passe le bac français. Et comme cette fille passe le bac français, elle est tombée sur un texte de Victor Hugo. Et tous les jeunes qui passent le bac français sur un texte de Victor Hugo, le soir en veulent à Victor Hugo. Et donc là, ils vont faire tourner les tables pour rappeler l'esprit de Victor Hugo. Et on sait que Victor Hugo, s'il y a bien un truc avec lui qui est marrant, c'est qu'il fait tourner les tables et il y croit vraiment au spiritisme. Donc tant qu'à faire, il vient. Et à partir de là, l'histoire est trouvée parce que l'enquête, notre journaliste qui a pas l'ombre du début d'une piste, elle va la mener avec les esprits qui viennent l'aider. Victor Hugo, et puis après, si Victor Hugo est là, on peut faire venir Gambetta, on peut faire venir Hubertine Auclair, on peut faire venir la journaliste Séverine, il y a Jean Jaurès qui traîne dans les parages, Charles Péguy pour faire bon poids, et donc on a notre galerie de personnages. Et après, la clé en fait narrative, c'était de les séparer, parce que sinon c'était quand même un peu statique. Et donc l'idée, c'est que y en a qui vont effectivement mener l'enquête avec la journaliste. Et puis il y en a, ça les intéresse pas du tout cette histoire d'enquête. Ce qui les intéresse, c'est de voir ce qu'est devenu la France au début du XXIe siècle. Et Hubertine Auclair et Charles Péguy, ils veulent suivre la fille pour aller voir ce que c'est un lycée aujourd'hui. Et là, ça permet de jouer sur le choc des temporalités. Parce que Jaurès veut voir ce que c'est qu'un journal. Et voilà, Jaurès veut voir ce qu'est devenu un journal, Séverine aussi, enfin c'est des journalistes, quoi. Ils sont fascinés par ça. Et puis Hubertine Auclair, c'est quand même une grande féministe, elle veut voir si les femmes sont dans les lycées, et quelle place elles tiennent, et quels débats sont là. Et Charles Péguy, il est plein de choses d'ailleurs, Péguy. Il rentre dans aucune case en fait, mais il est un peu tout. Et donc justement, lui aussi, ça le fascine de voir l'époque présente. Alors ceci dit, c'est une vraie enquête. Et je tenais beaucoup à ce qu'il y ait à la fin un chapitre de résolution avec un ou plusieurs vrais coupables. Je ne vais pas spoiler, mais voilà, il y a effectivement des coupables et il y a effectivement un fin mot de l'histoire. Et les statues, ça on peut le dire, qui reviennent. Mais je pense que c'était important de jouer le jeu justement de l'enquête policière, même si bien sûr l'enquête, comme toujours, est un prétexte pour parler justement de cette société du 19e et peut-être justement, mais tu le disais tout à l'heure, du lien, du dialogue entre société fin 19e et société début 21e. Non, mais c'est ça qui est assez génial, c'est que vous n'avez pas, au bout du compte, vous faites tous intervenir des personnages du passé, d'ailleurs avec un souci quand même malgré tout de parité, il y a à la fois des femmes et des hommes, mais vous n'avez pas du tout utilisé le même procédé scénaristique pour les faire apparaître. Il y en a, c'est des esprits, les autres, en fait, on ne se pose même pas la question finalement. Moi, c'est une allégorie quand même. Ouais, il y a quand même Georges Sand aussi chez toi. Voilà. Et Louise Michel. Et Louise Michel. Et Louise Michel, donc il y en a quand même un petit peu. Résultat, dans ton volume, Arnaud, il y a plus de dialogue du présent qui parle au passé. Parce que toi, elle essaie de savoir ce qui se passe, la journaliste, mais j'ai l'impression qu'elle interroge, elle les questionne un petit peu moins, si.
Non, mais on n'a pas spécialement choisi cet angle. On s'est dit que on était peut-être déjà suffisamment dans l'anachronisme Pour pas en ne rajouter. pas. Voilà, c'était. Voilà, on a voulu faire assez simple en fait, et pour pouvoir, mais aussi en fait laisser le dessin. Le dessin parler. Donc on n'a pas, de ce point de vue-là, c'est effectivement très différent, mais comme Ouais. chaque volume est... Alors que Très, toi, très les lycéens, ils les engueulent par moments, enfin, et même les journalistes. C'est ça, c'est le choc présent-passé. Et la question, justement, des deux côtés, c'est-à-dire des jeunes d'aujourd'hui qui peuvent se poser la question, mais vous êtes qui, vous, et qu'est-ce que vous avez fait dans l'histoire, et y compris de manière problématique, mais en sens inverse, un Charles Péguy ou une Hubertine Auclair qui regardent la jeunesse d'aujourd'hui en se disant, est-ce que c'est ce qu'on espérait? Enfin, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce dispositif, c'est que ça permettait de les rendre très humains, finalement ce qu'ils étaient, quoi, de les rendre assez proches de nous, et aussi de montrer que, je crois, même malgré toute la distance bien sûr qui nous sépare, le voyage dans le temps il n'est pas absurde, parce que pour eux, pour le coup, il y a plein de points communs. Je suis convaincu, à un moment je dis Hubertine Auclair, elle reste là-bas, elle reste dans le lycée, elle fonde un club intersectionnel, elle est dans son monde, quoi. Je pense que Hubertine Auclair aurait adoré voyager dans un lycée contemporain en 2024, elle aurait aimé cette époque. Peggy peut-être moins, mais il se serait adapté. Et je pense que Peggy, voilà, il nous surprend toujours. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette idée de jouer sur... T'es pas convaincu. Mais il y avait cette idée de jouer sur justement le dialogue des époques, et c'était assez amusant du coup à organiser. Ouais, tu t'es bien marré. Ouais, incontestablement. Marc, toi aussi, tu t'es bien marré. Ah oui, mais c'est vrai que rien que la couverture, hein, là, il y a énormément de personnages, comme dans tout le volume, il y a énormément de personnages. Lui, c'est vraiment, on a l'impression d'être déjà dans l'ère des masses. Et nous, finalement, c'est beaucoup plus dépeuplé, ou en tout cas moins peuplé. Et parce que voilà, on a effectivement fait le choix, mais aussi parce que histoire politique, de se concentrer sur malgré le titre, donc le printemps du peuple, on peut dire que le peuple est encore en petit bourgeon, mais voilà, donc c'est vraiment deux manières de voir qui sont intéressantes. Et alors, comment on travaille avec le dessinateur ou la dessinatrice, sachant que, Claire, pour toi, les choses à la fois se compliquent et se facilitent du fait que Fabrice R est aussi donc un historien. D'ailleurs, j'en profite pour montrer. Je pense que je ne me trompe pas quand je dis que quand on voit arriver les petites poires, hein, là, c'est du Fabrice R. C'est avant, non? C'est avant, oui. Ouais, c'est au tout début. Vas-y, t'inquiète, je vais les trouver parce que et je te laisse répondre. Comment on travaille? Ouais, comment on travaille? Eh bien, d'abord, on fait un scénario. Donc, c'est long de trouver une idée. Parce qu'effectivement, Arnaud parlait de ces idées finalement avortées. On a eu aussi quelques-unes. Donc, il faut trouver le dispositif. Et puis après, moi, je fais un scénario page, colonne, avec l'idée que voilà ce qui serait bien de montrer. Alors avec une tentative de découpage des 110 pages, et avec de mon côté, je suis relativement peu synthétique, une envie de bourrer au maximum finalement la place qui m'est impartie. Donc en expliquant ce que j'aimerais, et puis aussi compte tenu de nos choix, c'était aussi de proposer à Fabrice une iconographie qui semblait importante de montrer, voilà. Et d'où par exemple le daumier de la rue Transnonain. Alors, moi, j'en avais proposé certaines. Ouais. Après, lui, comme il connaît aussi la période, c'était également des propositions diverses et variées. Et ensuite, finalement, c'est au dessinateur, donc à Fabrice, de voir finalement ce qu'il est possible de faire. La manière aussi dont finalement, non, Claire, tu ne peux pas tout mettre. On ne doit pas utiliser toutes les cases.
Donc il n'y a pas 800 cases à ta disposition, il y en a beaucoup moins parce que justement, il faut mettre du mouvement. Parfois, il y a une page entière pour un propos, parfois il y aura une double page, parfois ce sera... Voilà. Et donc, ensuite, le dessinateur travaille avec ce que moi j'ai souhaité. Alors, parfois en transformant le mouvement que je pensais être... celui qui aurait pu être, mais qui en fait est toujours mieux par le dessinateur, parce que finalement c'est lui aussi qui, je pense que c'est véritablement lui qui met du mouvement dans le récit et qui l'empêche à plusieurs endroits d'être un manuel dessiné. Voilà. Donc malgré le dispositif, malgré ceci, malgré cela, moi j'avais l'impression d'être toujours dans le... Ben voilà, il faut absolument que on dise ça, enfin une sorte de souci d'exhaustivité, de toute façon irréalisable. Et justement, Fabrice est là aussi pour, outre l'originalité du dessin, pour dire, ben voilà, en fait, dans tout ce que tu proposes, le choix qui me semble le mieux pour le dialogue, pour le mouvement, c'est plutôt celui-là. Voilà. Et à partir de là, je pars du principe qu'il a raison. Et par ailleurs, je trouve ça très bien. Et donc je dis, mais c'est super. Non, là, je me suis arrêtée sur ça là parce que je dois avouer que quand j'ai regardé ça, j'ai explosé de rire. Donc, Tuto pratique magazine, 2 décembre 1851. Organiser soi-même un coup d'État efficace. Donc, on a Louis-Napoléon Bonaparte en mode très satisfait de lui-même. Et l'affiche affichée après le coup d'État avec l'article 1, l'Assemblée nationale est dissoute, article 2, le suffrage universel, bon, pas masculin, mais bref, rétabli. Et j'aime bien astuce, comment user de la violence sans se faire mal. Et un petit supplément pour les enfants, patron, fabriquer son bicorne. Donc voilà, ça c'est... Je suis là, il y a plein de trucs que j'adorais, mais je dois avouer que là, j'en pouvais plus de rire. J'aimerais bien avoir le patron. Ça doit être marrant de savoir fabriquer son bicorne. Ah bah ça, écoute, ça a pas l'air trop difficile en fait. Ouais. Ouais. Un peu de technique. Ouais. Moi, je suis plutôt bonnet phrygien, mais... Ouais, donc même question. Le travail avec... Alors, en fait, on a construit ça un peu progressivement, parce qu'on a pris le temps, on a eu pas mal de temps pour le faire, donc on l'a fait sur 1 an et demi quasiment, hein, le travail de dialogue, d'échange. Et en fait, assez vite, ce qui fonctionnait plutôt bien, c'était que moi, je faisais un narratif, donc une sorte de résumé, voilà, moi, ce que je voudrais qu'on ait ça. Je faisais des dialogues, et là, en fait, c'est en grande partie parce que je vis avec une prof d'histoire qui fait du théâtre et qui m'a initié, du coup, à faire des dialogues. Donc, je me suis dit, voilà, le théâtre, ça marche bien, c'est un truc qu'on peut justement développer. Donc, il y avait ce double côté du narratif, des dialogues, et en revanche, aucun découpage. Je suis totalement incompétent pour savoir si on fait en 1 case ou en 2 pages quelque chose que je ne sais pas faire. Et ensuite, j'envoyais à Kim la proposition. Elle me faisait du découpage. Donc à partir de là, en me disant, voilà, pour rendre ça vivant, finalement, ce que je pensais faire 8 pages va en faire 16, ou l'inverse. Mais en général, c'est plutôt malheureusement les 8 qui deviennent 16. Hein. Voilà, la BD, ça demande de la respiration et de la place. Et heureusement que les auteurs de BD savent le faire. Et après, en dernier lieu, moi, je lui renvoyais du coup, en fonction de ce qu'elle avait choisi, des pistes d'iconos. Et donc là, c'était très souvent des gravures, pas mal de unes de presse populaire de l'époque, de l'assiette au beurre et autres, pour lui dire, voilà, ça existe, tu peux t'en inspirer, tu peux faire autre chose, voilà. Et ça permettait de la même manière de faire un peu de citation aussi de sources finalement, parce qu'on a des images qui reviennent. Oui, non, ça c'est très clair. D'ailleurs, j'avais la question aussi à vous poser à tous les deux après. Comment on fait pour faire rentrer des sources en fait ? Parce qu'il y a effectivement, là on l'a vu avec l'affiche du coup d'État, mais je pourrais donner d'autres exemples. Je vais en trouver pour toi quand j'aurai posé ce micro, parce que résultat, vu qu'on n'a plus le micro machin, j'ai plus qu'une main et c'est un peu la galère. Non mais je me plains pas, hein, monsieur, vous inquiétez pas. Et bref, donc il y a la question des illustrations ou des documents d'archives qui se retrouvent dedans. Et il y a aussi la question des dialogues. Parce que moi, je pense, par exemple, à
à la bande dessinée de Vincent Lemire, Jérusalem, dont 90% à peu près, si ce n'est plus, des dialogues sont tous des sources. Donc lui, il a vraiment, et je me souviens pour en avoir entendu parler, c'est ce qui lui a pris d'ailleurs beaucoup de temps, mais il ne voulait que, exception faite de quelques bulles qui permettent en fait juste de faire avancer, genre prenez un siège, bon voilà, il n'avait pas une source avec prenez un siège, mais enfin, sinon tout est tiré de sources. Et vous, comment vous avez fait pour jouer avec ça? Est-ce que vous avez récupéré des textes d'époque? Est-ce qu'il y a des paroles d'époque? Voilà. En gros, la place de la source, sachant que sinon, nous, on passe notre temps à montrer des sources, que ce soit en cours ou dans les albums, enfin dans les ouvrages et articles. Mais là, comment on fait? Ouais, en fait, là, il y a une part de textes qui sont en fait de dialogues qui sont en fait des montages d'extraits de sources. Parfois, on a réussi à les faire ressortir avec des guillemets, et parfois les guillemets ont sauté, et parfois j'ai pas été très vigilant à la relecture et je les ai pas rétablis. Donc malheureusement, c'est un peu disséminé, mais il y en a notamment sur tout le passage d'Hubertine Auclair en Algérie. Oui. C'est-à-dire que les 3-4 pages d'Hubertine Auclair en Algérie, c'est quasiment que des extraits en fait. Du livre d'Hubertine Auclair ou d'un courrier qu'elle a envoyé. Donc là, voilà, là on avait vraiment de la source directe. À l'inverse, j'ai fait du pastiche aussi. Je me suis pas mal amusé parce que Victor Hugo, il n'y a pas une phrase de lui, mais je me suis amusé à le Moi, pasticher. je fais du Marc Bloch et toi, tu fais du Victor Hugo. Voilà, c'est okay. Ça. J'ai quand même glissé pas mal d'alexandrin dans cette histoire. Hein. Je me suis battu pour faire de l'alexandrin. Donc voilà. Mais après, oui, le travail de citation de source, comme on est sur une BD et qu'on a l'avantage d'être dans du visuel, c'était plus finalement par le jeu sur l'image. Effectivement, comme on disait, parce que ces images-là sont souvent des images qui ont une dimension presque patrimoniale. Oui, là, je suis en train de montrer l'image de la dégradation de Dreyfus. C'est vrai qu'elle est très connue. Elle circule partout. Ouais. Elle est citée, en fait, à chaque fois qu'on parle de Dreyfus, d'une manière ou d'une autre. Donc, on était un peu obligé de la remettre en place, etc. Alors, les citations d'images, quand elles sont bien identifiées, et on a cherché à le faire, on a mis dans les pages finales, dans les 2 pages finales, on a mis les sources originales. C'est-à-dire qu'on précise justement, si vous cherchez, c'est Le Petit Parisien, supplément illustré, janvier 95 ou quelque chose comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile, notamment avec Gallica, ou même avec Retro News, d'aller chercher justement la source originale et en quelques clics, on peut accéder au document dans son contexte, ce qui est pas mal. Hein, parce que même pour le coup, un lecteur qui n'est pas historien peut s'amuser vraiment à retrouver le document s'il le souhaite. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de faire avec la petite truc, mais si ça se voit, quoi. Tu fais de l'expérimental. Ouais. Ça a l'air clair. Et toujours alors dans la façon dont on représente, on ne peut pas dire que vous fassiez un choix de réalisme exactement. Je sais pas, vous diriez quoi, semi-réalisme? Parce que je pense par exemple au grand tableau représenté dans les 2 volumes de Florent Groisel et Youn Locard. Hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous connaissez, donc ça s'appelle Révolution, tome 1 Liberté, tome 2 Égalité. Alors, spoil, il y aura sûrement un tome 3 et Fraternité, enfin il faudra voir, parce qu'en même temps, bon. Et c'est des tableaux, mais plein de bruit et de fureur, ou alors de monuments. C'est tellement impressionnant qu'ils ont fait des grands tableaux pour l'exposition 1793-1794 qui est actuellement à Carnavalet. Donc là, c'est une autre façon de représenter le passé. Je pense à Mézan, les damnés de la Commune, qui s'appuient sur des gravures et des lithographies d'époque, hein, et qui jouent et qui rajoutent des bulles. Enfin, là aussi, c'est un travail d'une richesse. Et là, il y a encore un autre choix. Moi, j'ai aucune préférence pour l'un ou pour l'autre, j'aime tout. Mais voilà, quel choix vous avez fait et comment on fait, par exemple, pour représenter la place de la République ou le château des Tuileries, si on n'est pas non plus complètement réaliste, mais en même temps, il faut que ça soit le château des Tuileries? Moi, je pense que c'est une question là pour dessinateur, parce que c'est vraiment
à ce niveau-là que les styles vont se démarquer. Ouais. Moi, j'en avais parlé un peu avec Kim parce qu'elle a plusieurs styles selon justement les ouvrages qu'elle fait. Dans sa biographie de George Sand, elle était plutôt sur une recherche finalement de travail sur la gravure 19e. Elle s'inspirait plus de la peinture. Et là, elle m'avait dit tout de suite, comment tu vois les choses. Elle m'avait dit, moi, je vois quelque chose comme justement de la ligne claire. Et donc de la BD un peu façon franco-belge classique, avec des traits qui sont semi-réalistes, mais sans chercher justement la perfection réaliste. Moi, j'aimais beaucoup ce style-là, donc je me suis dit c'est parfait, c'est très lisible. Ça a un gros avantage quand on fait des scènes de groupe, c'est que ça permet justement de travailler sur des individus, des visages. Et donc sur les scènes de groupe, il y a quand même on peut pas du tout penser que c'est du réalisme. Voilà, c'est stylisé, mais on a des conventions qui sont, je pense, les conventions qu'on retrouve assez souvent en fait dans la bande dessinée contemporaine, qui du coup passent assez facilement. Alors moi je vais pas parler pour Fabrice R, mais de fait on n'a pas tellement de décors en fait. On n'a pas essayé de faire un Paris réaliste. Il y a quelques scènes d'extérieur, de rue, de cave, d'Assemblée nationale, mais bon, on va dire que c'est plutôt d'abord une histoire centrée sur des personnages, et donc ce dispositif anachronique. Donc de toute façon, on n'y retrouvera pas le 19e siècle. Haussmann, c'est assez rapide. Donc en fait, c'est... et puis les cases, il n'y a pas de volonté particulière de rajouter un décor. Vous voyez, quand il est à la campagne, ça reste très stylisé. Voilà, donc c'est plutôt des... Oui, c'est en fait une bande dessinée, alors à la fois vivante, en même temps stylisée, sans recherche particulière de réalisme. Nous, vraiment, on voulait faire passer quelques idées de manière efficace. Et finalement, le style de Fabrice, j'ai trouvé qu'il était particulièrement adapté justement à cette... à cette volonté. Oui, alors pendant le siège de Paris, effectivement, on voit une ville fortifiée, quoi. Mais sinon, on voit des casques à pointe, on voit une redingote, un bonnet phrygien. Mais en fait, il n'y a pas de... En tout cas, on n'a pas essayé de restituer une époque par le dessin. Voilà, ça c'est assez clair. Donc là, je montre la... Sans que ça soit faux par ailleurs. Mais oui. Ah bah oui. Non, mais je veux dire... À part le plateau télé. Je montre la tranche, donc vous voyez, il y a les feuilles blanches, enfin je ne sais pas si vous voyez, et là, plus coloré, parce qu'en fait, après la partie bande dessinée, il y a le dossier, alors comment on peut l'appeler ? Le dossier scientifique, le making-of, qu'est-ce qu'on met dans cette partie ? Donc je montre pour celui-là, où il y a toujours des dessins, mais il y a beaucoup plus de texte là. Comment on le fait ? Déjà, c'est gros. Ouais. En fait, moi, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que je pense que tu l'as vécu comme moi, Claire. C'est-à-dire que quand on a envoyé le scénario, on se dit, normalement, c'est bon, le dessinateur bosse, et nous, on a fini. Oui. Et en fait... Eh ben non, pas du tout. Voilà, on reçoit des mails nous rappelant, attention, le dossier, il faut le faire, oui, etc. Oui. Et on se dit vraiment, oui, mais le dossier... on est historien, c'est bon. Voilà. Et c'est atroce, c'est un boulot épouvantable. Parce ça, que, c'était pas chouette. Si, mais en fait, la vraie difficulté, c'est qu'on est sur un format qui est très inhabituel. C'est un format qui est... en fait, l'ensemble du dossier, c'est un demi que sais-je. Et en nombre de signes. Et du coup, un demi que sais-je, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter juste de rappeler l'essentiel, ce qui serait au fond... la solution de facilité. Non, il faut quand même ramener pas mal de contenu. Faut vraiment travailler, en fait, pour le nourrir. Et en même temps, avec cette contrainte-là, qu'on raisonne là sur des calibrages qui sont, alors pas au signe près, mais à la centaine de signes près. Donc, il faut pas se rater, il faut trouver les bons équilibres. Et il faut essayer surtout de ne pas se répéter. Parce que la grande difficulté sur ce dossier, c'est que on a déjà fait un récit. Le but, c'est pas de dire les enfants vont lire la BD et les grands-parents vont lire le dossier, quoi. Donc, c'est le même lectorat. Il faut leur apporter un truc. C'est comme les dessins animés de Pixar, plusieurs niveaux. C'est ça. En gros, il faut vraiment assumer de dire vous avez lu la BD, ça vous a intéressé. Lisez le dossier, ça va vous intéresser aussi. C'est en mode allons plus loin, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Sur la même tonalité. Je Ouais. pense que c'était important de garder une tonalité. Parfois, alors moins décalé, parce qu'en fait, c'est sûr que là, on n'est plus dans les mêmes codes
d'écriture, mais de garder un côté un petit peu ludique tout de même. Alors, l'illustration peut l'apporter, mais le texte devait aussi l'apporter. Un côté un peu ludique. Les titres aussi jouent beaucoup sur le côté ludique. Ça, c'est vrai que à la découverte, ils ont aussi le sens du titre. Hein, donc, ils nous aident beaucoup à trouver des formules qui claquent un petit peu pour... J'adore ça, 19e siècle. ouais, bah oui, là... Par Voilà. exemple, après, c'est ce que Dieu tu- le retour. Ouais. Et il n'est pas content. Parce que Dieu dans tout ça, quoi. Parce que, mais Ça permet de compléter Ouais. les résultats. alors c'est ce Ouais. que tu disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on met dans le dossier. Voilà. Est-ce que on met ce qu'on n'a pas mis dans le récit? Alors bon, nous on a choisi de davantage insister sur l'histoire économique, sociale, même si en fait ensuite en relisant, je me dis que finalement on en parle et et on essaye quand même de dire les très 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 grandes lignes. Ou alors l'autre option c'est on estime qu'on est resté quand même plutôt à la surface des choses dans le récit et donc essayer d'aller plus loin. Et en fait, c'est un équilibre à trouver qui n'est pas non plus complètement satisfaisant, mais finalement, on écrit beaucoup quand même Ouais. dans ces dossiers. Non, franchement, moi, je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que, et c'est vrai que après, en l'ayant fait, je me suis dit, mais je vais regarder les volumes précédents de la collection. Ouais, j'allais vous demander, vous avez regardé comment ils ont fait les autres? Parce que j'imagine Ouais. qu'au bout d'un moment, il y a tellement eu Ouais. d'imagination pour les scénarios qu'on se dit merde, il nous reste quoi, quoi. Ouais, non, mais c'est terrible. hein. Ouais. Moi, j'avais regardé celui sur le siècle des Lumières. Voilà, et que je trouve très bien. Enfin, les autres aussi, mais il se trouve que j'avais plutôt regardé celui-là. Et en fait, à la fois, je trouvais ça très bien, et en même temps, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc, finalement, ça m'a plutôt conforté dans voilà ce qu'on a choisi, plutôt que oulala, c'est tellement bien fait qu'on va essayer de faire pareil. Donc finalement, c'était pas et puis même en feuilletant un peu les autres, il n'y a pas une seule manière de faire, comme il n'y a pas une seule manière de faire un récit, finalement, c'est pas particulièrement gênant que en fait il y ait 14 tomes Non, mais pour l'instant, il n'y en a précédemment. aucun qui a pris les mêmes choses, quoi. Voilà, Enfin, il y a donc des c'était, fois les journaux, genre là, donc le tuto pour un bon, je sais plus dans lequel, où il y a une espèce de closer des rois barbares. Ouais, mais voilà, c'était Ouais. moi celui qui, d'une certaine manière, m'a peut-être le plus inspiré, c'est celui-là, parce que j'ai trouvé très drôle dans le jeu finalement d'utiliser l'anachronisme de manière assumée, notamment dans les médias, mais qui joue plus sur la peinture historicisante et d'en faire quelque chose. Mais en fait, c'était pas non plus complètement ça. Donc non, en fait, on se marche pas sur les pieds, j'ai l'impression. non, pas du tout. Non, puis c'est vrai, c'est effectivement ça. C'est une source d'inspiration. Mais c'est vrai que ce qui est hyper intéressant après, ce qu'on se rend compte, c'est que même ce dossier final, qu'a priori, enfin voilà, on se dit, on lit une BD, on lit pas un dossier. En fait, les dossiers sont hyper utiles. Et maintenant, moi, je le dis à nos étudiants qui passent le CAPES ou la Greg, mais allez voir les dossiers. En fait, pour le Moyen Âge, vous avez, si vous n'êtes pas spécialiste, vous n'avez pas bossé là-dessus, vous n'avez pas eu de cours là-dessus, vous allez voir le dossier, vous allez avoir déjà une super base, parce que c'est très à jour historiographiquement. Et l'intérêt, c'est que c'est fait sur un format qui est assez bref. Donc franchement, ça fait petite encyclopédie. Alors c'est sans doute moins frappant pour les volumes 19e et sans doute 20e, parce que on est sur une histoire qui est mieux connue, qui est davantage enseignée aussi, qui est davantage enseignée au lycée, etc. Mais pour les périodes anciennes, les dossiers, c'est un petit bijou, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans l'enseignement du 19e siècle, justement, toutes ces subtilités sur les deux républiques Oui, qui c'est pas sont évident, tellement essentielles. Enfin, moi, j'étais hyper contente quand j'ai lu les deux albums, parce que j'arrête pas de bassiner mes étudiants avec les deux républiques. Il y a plusieurs républiques, et puis et là, pouf, je dis, mais c'est tout simple, voilà, tout est là-dedans, allez-y. Là, t'en as 3. Ouais, en plus. Non, je voulais juste montrer ça, mais je sais pas si... Tu me dis, David, si on voit, là, Alors, un peu plus Celle-là sur ta gauche. Ça dépend ce que tu veux montrer. celui-là. Oui, on voit très bien. Ouais, j'adore. Enfin, les deux, là. Donc, la présentatrice qui dit « Que va faire le roi ? Écouter le pays ou le faire taire ? Rester sur notre antenne ?» Alors, il y a l'historienne qui dit « Non, mais on sait ce qu'il va faire, hein, c'est de l'histoire. » Et la présentatrice qui dit « Ouais, mais c'est pour tenir le lecteur. »
J'adore ça. On est très joueurs. Hein. On fait pareil, enfin, on fait même pareil, parfois en cours, hein, ça, moi, ça m'arrive. Hein. C'est des petits trucs de rhétorique, ça marche bien. Quoi. À la fin. Il meurt. Et alors, que va-t-il se passer? Gambetta va-t-il mourir? Vous le saurez au CM prochain. Mais le pire, c'est que des fois, ils ne savent pas. Alors que moi, si. Bon, on arrive à la fin, là. Donc, au début, vous avez dit tous les deux que c'était chouette, que c'était une bonne expérience, que vous avez bien rigolé. Donc, est-ce qu'on pourrait terminer là-dessus? En rigolant? Non? Qu'est-ce qui vous a plu? Voilà, une anecdote, un moment où vous étiez vraiment content de ce que vous avez trouvé Moi, je vais dire, c'est le premier bouquin pour lequel j'ai un dialogue familial sur le bouquin. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que... Alors, j'ai souvent échangé sur mes bouquins avec ma femme, elle est prof, voilà, on échange souvent sur les bouquins que je fais, mais mes filles, qui ont 16 et 20 ans, je n'avais pas vraiment eu l'occasion. Et puis, pour être honnête, les citoyens policiers, les peurs de la belle époque, c'était pas non plus leur passion. Ouais, t'inquiète, moi, la garde nationale, c'était pas mieux. Hein. C'est sans doute très sain de leur point de vue. Mais là, le fait notamment d'avoir le chapitre sur Hubertine Auclair et Charles Péguy vont dans un lycée, aujourd'hui, bah, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un lycée. Et donc, j'avais... 2 échantillons à la maison en leur disant mais ça c'est réaliste, c'est possible que des jeunes posent ce type de questions. Et en fait elles m'ont donné plein d'idées sur le genre de questions. Il y a notamment une scène où ils font du sport dans la cour du lycée et elles m'ont donné plein d'idées en me disant mais oui, mais ça va forcément se passer comme ça, il y aura forcément les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et puis ça va se mélanger. Et elles m'ont donné plein de détails et que j'ai pu transmettre à Kim. Et Kim, c'est pareil, elle est plus au lycée depuis un moment aussi. Et elle m'a dit, mais en fait, j'aurais pas du tout pensé comme ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé, parce que pour le coup, ça m'a amené à regarder différemment les choses et à avoir justement un échange très familial. C'était très rigolo. En plus, ça tombait sur un moment qui était... on a commencé le boulot de scénario au moment de ce que j'appelle le confinement des universitaires, le moment où toutes les institutions ont été ouvertes, sauf les universités, où nous, on était en visio. Oui. 2021. L'année pourrie, où on comprend bien que l'université, c'est vraiment la 5e roue de ce qui n'est même pas un carrosse, mais une vieille charrette abandonnée, quoi. Et à ce moment-là, le sentiment de solitude, quand même, de faire des visios en se disant, mais ma journée, elle est finie, j'ai fait 4 heures de visio, j'ai vu personne, j'ai vu que des écrans noirs. Pouvoir échanger sur des trucs d'histoire comme ça, ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, ça c'est ce que je retiens, moi, de l'expérience. Et moi, ce que je retiens de l'expérience, c'est... parce que ma famille s'intéresse beaucoup à ce que je fais. C'est en fait... alors, c'est une période que j'enseigne, hein, je connais bien, enfin je pense. Je fais l'andouille sur une estrade, je fais des blagues à 2 balles pour un public certes conquis, mais parfois un peu attentif. Mais quand même, quoi, je donne de ma personne, etc. Et finalement, le voir... Enfin, il y a des blagues de cours que tu as mis là? Oui, un peu, mais enfin. Mais en fait, mais surtout, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est justement de me voir, moi, en train de faire l'andouille, mais en fait, quand même avec un discours sérieux, et véritablement de voir se concrétiser par l'image. En fait, tout ce que je peux pas dire, tout ce que je voudrais montrer, mais que je sais pas trop comment on fait, et que finalement, cette image, ce dessin qui est à la fois ludique, pédagogique et qui dit beaucoup de choses, moi j'avoue que j'ai adoré voir finalement, alors je ne peux pas dire ma pensée, mais enfin mon propos, se transformer de cette manière. Moi, je connaissais Fabrice R, La vie des profs, voilà, et finalement faire quelque chose à la fois solide, quoi, scientifiquement, et en même temps très très drôle. Enfin, j'ai beau connaître l'histoire, moi quand je l'ouvre, je rigole, quoi. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas parce je rigole pas à mes blagues quand même. mais par rapport à ce qu'en a fait Fabrice, et je trouve ça vraiment drôle. Alors que
je connais bien. Mais ça me fait encore rire, même le truc, quoi. Mais tu vois, moi, T'as le machin météo, là, le paysage météo, attention, émeute frumentaire. Je sais pas, moi, je trouve ça, c'est une super bonne idée. Elle est pas de moi, donc je peux le dire d'autant plus. Hein. Mais voilà, et je trouve qu'il y a plein de petites choses qui font passer très très bien, mieux finalement que je pourrais le faire sans ce que dit Marc Bloch. Mais voilà, donc c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce dialogue. Mais moi, je te dis, j'ai amené en cours les 2 derniers parce que j'avais mon dernier cours, et c'est un cours d'histoire politique de l'Europe, et je leur ai évidemment parlé de la France, et donc je l'ai amené aux étudiants et étudiantes au dernier cours. Et à chaque fois, j'ouvrais je disais, mais ça, vous vous souvenez, on l'a fait dans tel dissert, et ça, voilà, là. Et je suis tellement contente d'avoir justement une image qui permette de résumer très clairement ce que j'avais parfois eu du mal à expliquer ou que j'avais mis beaucoup de temps à expliquer. Et je pense beaucoup plus que sur les autres albums que j'ai lus, mais moi je connais rien. Enfin, je veux dire, Les Rois Barbares. Non, enfin, franchement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de médiéval? Ça fait un petit bout de temps, quoi. Même si Marc Bloch, mais c'est le running gag de cette émission, quoi. Mais en fait, j'y connais rien du tout. Et alors que, mais non, bah, non. On est spécialiste d'une période, c'est bon, on a le droit. Et alors que, enfin, là, je connais, et de me dire, ah mais ouais, si on le met comme ça, c'est vachement clair. Ça t'a fait ça aussi? Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Quand on le lit, et il y a des effets en fait comment dire, de clarté, quoi, de clarification. Et moi, je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire sur le XXe siècle, parce que je me dis justement. Moi, j'ai hâte que le suite sur la Révolution française sorte. Ah bah oui aussi, ouais. Mais je sais que c'est prévu. C'est bientôt. Mais j'ai tellement hâte. Mais on les attend parce que tous ces volumes-là, on se dit justement. On a nous nos idées. Comment ils vont faire, qui était au poste il y a un mois. Alors après, bon, nous on a quand même l'avantage de la distance, et que finalement, même la rue Transnonain, on peut la mettre dans un dispositif où on peut dire c'est plutôt la gaudriole qui l'emporte. Mais quand on va arriver dans le dur avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, cet effet de distance, parce que la plus personne connaît la guerre de Crimée, hein, donc. Et donc il y a le côté, c'est confortable en fait pour nous encore. C'est qui fait le 20e? Il y a Julie Le Gac pour la qui fait année 30 et Deuxième Guerre mondiale. Et je ne sais pas. Je sais pas. Bon. Je sais que Sylvain fait le dernier volume. Il a eu une idée depuis longtemps, je crois, là-dessus. Et sinon, Nicolas Beaupré peut-être, non? Pour la Première Guerre mondiale. Oui. Oui, tu as raison. Je pense que c'est Nicolas. Et je crois Yann Potin pour les années 60, il me semble. Oui, donc là, on fait de plus en plus, moins en moins d'années. Ouais, parce qu'il y aura 20 tomes. Donc, Et femmes. Non, donc... Le sens du calembour. La fiente de l'esprit, disait ton grand homme. Pas Marc Bloch. Non. Alors, j'ai pas vu trop de questions. Alors, j'espère que c'est pas parce que notre réunion en non-mixité de période historique, mais j'en ai pas vu trop passer. Pourtant, j'ai un petit peu regardé. Voilà, moi, ce que je voulais dire pour terminer... il y a un Victor Hugo qui applaudit, j'adore. Il est génial. Donc voilà, moi j'étais hyper contente de vous inviter parce que en fait c'est plein de choses que j'aime le 19e. Bon, même si je suis plus premier 19e que deuxième 19e, mais j'aime... eu quand même du premier 19e. Hein? Du premier 19e. Oui, mais non, mais c'est parce que tu as fait le deuxième, et j'aime ce siècle, mais c'est bizarre les étudiants, des fois ils me prennent pour une folle, je l'aime vraiment, quoi. et j'adore aussi tout ce qui est histoire publique, et j'aime beaucoup la BD, donc j'étais hyper contente de pouvoir discuter tout ça, et donc de partager avec les hauts-postiens, hauts-postiennes, tout ça, en espérant que ça les ait intéressés. Et j'en profite pour rappeler que Au Poste a besoin de vos dons pour continuer à exister. Enfin, pas des vôtres en particulier, je vous regarde vous parce que la caméra... mais voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut vraiment il faut aider Au Poste, et donc j'imagine sur le site, je suis pas super douée sur les sites. David qui me connaît sait que je suis une vraie catastrophe. Déjà, j'arrive pas à me servir de Discord. Enfin, je suis une vraie merde. Mais
mais voilà. Donc il faut Moi, je sais donner. pas ce que c'est Discord. Mais non, mais voilà, bah ouais. Mais c'est ça aussi avec Bah, toutes nous, on nos fait le vacances de 19e. prof, on sait pas, on Faudrait qu'on n'apprend se mette pas à à niveau, faire en ces fait. trucs. Ouais, c'est ça le truc. Voilà, on est 19e. Je prendrai un tuto Discord. Ouais, tuto Discord, ouais. Découpe ton Discord et ton bicorn. Ben merci. Si vous avez juste un truc à rajouter, c'est maintenant. Non. Merci à toi. Et... Ouais, merci à toi. Et on dira qu'il faut que tu sois invité à la panthéonisation de Marc Bloch, parce que tu lui as Voilà, bien rendu puisque- hommage. Hein, t'as vu comment Ouais, ouais, là, je ouais, pense quand ouais. même que tu as mérité ton ticket. J'ai mérité, ouais. Même Une si place même- à ouais, la en fait, tribune. je suis pas très favorable aux panthéonisations, mais c'est un autre débat qu'on va pas avoir ce soir. Eh ben, Tu aurais merci. pu l'avoir avec Arnaud. Ah, on aurait Ouais, pu. ouais, on était sur. Voilà. Toi, t'es pour la panthéonisation? Ça dépend qui. Oui, voilà, ça dépend déjà, qui, ça ouais. dépend comment, et ça Ouais. dépend par qui. Ouais. Et ça devrait être, sous la Troisième République, ils avaient la bonne idée. C'était parlementaire. Exactement, ouais, d'en ouais, faire ouais. une prérogative parlementaire. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et c'est le cas que 58. Ah bah ouais, bah, de Voilà. toute façon, c'est fini avec la 5e, quoi. C'est très Ouais. clair. Hein. Bah voilà. Ouais. Donc après le bon vouloir du président, on n'est pas à l'abri de voir arriver des drôles de figures au Panthéon. Tu m'étonnes. Voilà. C'est bien, on finit sur une note Voilà, un voilà. peu Positive, grave et- optimiste. Ouais. Non, puis tant qu'à faire terminer, puis faire par un truc un peu politique, si au lieu de Ouais. panthéoniser Marc Bloch, il donnait du fric aux universités, on n'aurait rien contre, hein, voilà. Voilà. Enfin, je pense pas qu'il nous écoute. Bon, au revoir à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.